Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République française, aujourd'hui à l'Académie française, n'a pas cessé de surprendre et il surprend avec ce livre étonnant, Monsieur le Président, La Princesse et le Président, que vous avez publié chez De Fallois et XO Éditions. Pourquoi n'avoir pas publié un livre sur la finance mondiale, sur l'Europe? Et là, vous publiez un roman. Non, j'avais publié un livre bien meilleur, n'est-ce pas, qui était la Constitution européenne. Oui. Bon, hélas. Une partie des Français a voté contre. Et on est parti dans une démarche européenne, chacun le voit, qui est quand même moins éclatante, moins brillante que celle de la Constitution. Alors là, nous avions un nouveau président de la République, la France faisait son travail, réglait ses problèmes. Moi, j'avais un peu de temps, c'était l'hiver, j'étais à la campagne. Donc j'ai fait une chose que je voulais faire depuis toujours, je l'avais déjà fait une fois. J'ai écrit un roman. Oui. C'est-à-dire une histoire. C'est-à-dire que vous vous êtes amusé et vous voulez amuser vos lecteurs. Enfin, amuser, leur faire plaisir. C'est pas un roman comique, c'est pas un roman fantastique. C'est un roman d'amour, c'est un roman sensuel. Non, c'est pas un roman d'amour. Tous les romans sont des romans d'amour. Si vous lisez tout roman, il y a une histoire d'amour. Guerre et paix, il y a le prince André, Natacha, etc. Il y a toujours une histoire d'amour. Non, c'est une histoire, une rencontre qui se produit entre des êtres qui sont au pouvoir ou proches du pouvoir et qui éprouvent un sentiment l'un pour l'autre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait, au fond? Comment ça se passerait? C'est-à-dire, au-delà de la grande histoire, la vraie histoire humaine qui peut se produire entre deux personnalités. Vous avez raison de dire ça, c'est la vraie histoire humaine. C'est pour ça que pour les lecteurs, c'est intéressant parce qu'ils peuvent se mettre eux-mêmes dans ce rôle. Hein, il peut s'identifier au président Lamberty ou à la princesse de Cardiff. Absolument. Hein, et voir qu'est-ce qui se passerait, comment ça se passerait. Alors le décor, lui, est très fidèle, c'est le décor du pouvoir, sont les grands palais nationaux, fictifs, je l'ai décrit avec beaucoup de soin, mais par exemple, la princesse de Cardiff n'est jamais allée à Rambouillet, qui est un des lieux où se déroule... Et pourtant, c'est là qu'ils vont s'aimer, voilà. On peut le dire sans révéler le roman. Oui, oui, justement, mais ça montre bien que c'est un roman, c'est-à-dire que les lieux sont exacts, la description, j'espère, précise. C'est un roman que j'ai écrit en pensant qu'il devait pouvoir être vu. Naturellement, c'est un roman lu, c'est-à-dire qu'on se met dans un fauteuil, dans son lit, on le lit. Mais c'est un roman qui doit être vu, c'est-à-dire que moi je l'ai écrit pour que les gens voient les décors, les endroits, parce que je pense que dans ce monde... Parce que vous les avez connus, c'est aussi pour ça. Et aussi parce qu'on vit dans un monde d'images, vous le savez plus que moi. Ouais. Et dans un monde d'images, les personnes sont habituées à voir, à regarder, à voir. Mais comment, Monsieur le Président, vous avez dit, les éditeurs ont dit dès le départ, il s'agit d'un roman, et puis certains ont cru y voir une histoire qui aurait pu être la vôtre, bon, avec la princesse Diana. Bon, d'abord, s'il y avait une histoire qui m'était arrivée, je ne l'aurais jamais racontée, il faut de bon sens. Deuxièmement, ça n'a aucune vraisemblance, puisque les événements se passent aux alentours des années 90. Moi, je ne suis plus président depuis 9 ans. D'autre part, il y avait entre la princesse Diana et moi-même un grand écart d'âge, donc c'est pas vraisemblable. Alors, ce sont des critiques qui se sont précipitées, comme ça arrive, sans avoir lu le livre. Ouais. Mais est-ce que vous-même, vous en auriez rêvé d'une histoire comme celle-là? Vous l'avez rêvé en l'écrivant? Ça vous entrez aussitôt dans la discrétion. Ça dépend de ce qu'on appelle rêver. Hein. Non, c'est une histoire racontée, c'est autre chose. Rêver, ça voudrait dire, on voudrait que ça vous arrive à vous. Non, pas vraiment. Moi, j'ai eu dans ma vie des choses auxquelles j'ai tenu, auxquelles je tiens, que j'aime, et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas rêvé que ça pouvait m'arriver. Mais j'ai imaginé que ça pouvait arriver. Oui, mais ça peut arriver à tout le monde, y compris à un président, de tomber amoureux. Voilà, justement. Et qu'est-ce qui se passerait? C'est ça que les lecteurs et les lectrices, en France, dans le monde, dans tous les pays qui s'intéressent à notre langue, peuvent lire. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se serait passé? Et c'est un récit d'événements. Ce n'est pas un récit psychologique. Bon, les héros parlent entre eux, naturellement. J'ai essayé d'imaginer leur dialogue, justement. Oui. Un dialogue de gens habitués au pouvoir, un peu. Comment se serait-il parlé? Qu'est-ce qui se serait dit? Est-ce qu'il se serait fait des reproches? Parce qu'à côté, il y a la politique qui continue. On ne va pas révéler, il y aura un attentat, il va y avoir des drames dans la famille royale britannique. Absolument. Mais l'amour est plus fort, quand même. Même s'il y a d'autres personnages féminins. Il y a une infirmière, il y a la secrétaire générale de la communication à l'Élysée qui est là. Il y a quand même du trouble, hein. Je ne sais pas s'il faut dire plus fort. Hein, je dirais plus présent, en fait.
Dans la force des événements de toute espèce, quand il y a un grand événement, il y a un accident, il y a un attentat. Bon, un attentat, c'est plus fort qu'une scène d'amour, malgré tout. Enfin. Mais le sentiment est persistant. C'est le sentiment qui traverse le livre, même si les événements sont des événements parfois plus forts. Ouais, mais c'est une forme d'aventure humaine. C'est-à-dire qu'un président, effectivement, il peut y avoir un attentat. On a vu Berlusconi victime d'une agression. C'est-à-dire des choses, vous-même qui avez vécu cette présidence de la République, c'est des choses que vous avez ressenties. Vous dire, voilà, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est arrivé. Il y a eu des attentats contre tout le monde. Il y a eu des accidents à beaucoup de personnes. Mais on peut s'en libérer. Moi, j'ai passé ces 7 ans à la présidence presque sans protection policière, presque, en conduisant ma voiture moi-même très souvent, pour me libérer, pour rester dans les sensibilités, événements de la vie quotidienne et de tout le monde. Et alors, ce livre, ce sont des personnages vivants. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont des impatiences, ils ont des regrets. Au téléphone, quelquefois, leurs conversations sont un peu plus difficiles, parce que ce sont des personnages vivants. Est-ce que c'est aussi une façon de dire, Monsieur le Président, que la vie d'un président, ou d'un autre d'ailleurs, c'est quand même toujours romanesque, quelque part? Il y a une forme d'abandon au destin. Non, moi je dirais pas ça exactement. Je dirais la vie est romanesque. La vie d'un président, mais la vie d'une petite personne est romanesque. La vie de quiconque a des voisins, connaît des personnes, connaît d'autres, est romanesque. Parce qu'on bâtit autour de cela des récits, des contes, des imaginations, ainsi de suite. Et là, pour les lectrices et les lecteurs, que j'espère nombreux parmi vous, j'ai écrit ce livre, non pas pour les critiques, bien entendu. J'ai écrit pour les lecteurs, pour les lectrices. Et quand j'écrivais, je pensais à eux. Voilà, est-ce qu'ils vont voir ceci, sentir ceci, comment le leur dire? Je crois que ce qu'ils devraient découvrir, c'est la vie continue partout, même au pouvoir. Ouais. Monsieur le Président, ce livre est traduit dans toutes les langues, en polonais, en vietnamien, dans le monde entier. Et c'est celui, je disais, d'un homme qui finalement poursuit son parcours avec une grande originalité, ce qui ne vous empêche pas, j'imagine, de regarder le monde, l'actualité telle qu'elle se déroule. Par exemple, le sommet de Copenhague, où on veut changer le climat. Vous croyez qu'on peut changer ce genre de choses? Vous croyez que la politique encore est capable de ça? Bon, je suis pour une politique conceptuelle. Ouais. J'avais rencontré d'ailleurs un homme d'État, qui était Edgar Faure, m'avait dit, vous savez, si la politique n'est pas conceptuelle, elle n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire, c'est une politique qui pense les événements et qui tâche de les anticiper. Il y a une deuxième chose que j'ai apprise récemment, notamment à partir de nos amis chinois. Il faut vivre la politique dans la durée. Il ne faut pas vivre la politique d'aujourd'hui, de demain. Ce n'est pas un effet d'annonce, c'est la durée. Qu'est-ce qu'il y aura dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il y aura dans 10 ans? Bon. Et la politique peut influencer les événements, les choses. Un exemple simple, je vais dire bête. Le continent qui a été le plus ravagé par les guerres, c'est l'Europe. Le continent où il ne peut plus y avoir de guerre, c'est l'Europe. Donc en 50 ans, la politique des hommes, en fait, a fait que le continent le plus meurtrier, 2 conflits mondiaux, ainsi de suite, est devenu le continent le plus pacifique. Donc on peut faire des choses, il faut les faire avec une réflexion, c'est-à-dire voir où l'on veut aller et se donner tout de même des délais. Encore un mot, Monsieur le Président. On se dispute le nom de l'Union pour la démocratie française, qui était d'ailleurs le titre de votre premier livre en 1976. Le MoDem, le nouveau centre. Et aujourd'hui, il appartient à qui, Monsieur le Président? Il appartient probablement à l'auteur du livre. Ah bon? Et alors, donc vous reniez au nouveau centre la possibilité de l'utiliser plutôt qu'à François Bayrou? Nous parlons... Non, attention, nous n'allons pas faire de la petite politique. Ouais. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Non. J'espère que la pensée du centre reste toujours vivante en France. Parce que si vous regardez les grandes époques du gouvernement de la France, c'était des gouvernements proches du centre, un peu à gauche, un peu à droite. Donc j'espère que la pensée du centre reste vivante. Et qui l'incarne le mieux aujourd'hui? Ce sont les journalistes qui peuvent fournir la réponse, c'est pas moi. Et donc ce qui m'intéressait de savoir si cette pensée revit, si elle offre des chances d'utilité, elle peut reprendre le sigle de l'UDF. Merci Valéry Giscard d'Estaing de l'Académie française d'avoir été l'invité exceptionnel de TV5 Monde.